Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir ce soir. Et, vraiment enchanté de pouvoir vous réunir tous ensemble autour d'un écran. Et puis pour nous, la chance d'être ici avec Pascal Demurger, avec Anne Courtois, vice-présidente du réseau Dino, et avec Stéphane Perret, membre actif du réseau Dino. Donc Christophe Etienne, moi-même, président du réseau Dino. Donc je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue dans les locaux ici de la Maïf. Je vais d'abord vous présenter vraiment en une minute notre association, le réseau Dino, et puis ensuite je passerai la parole à Stéphane. Donc le réseau Dino existe depuis maintenant 17 ans, c'est un beau teenager, on va dire, qui en fait a été très vite reconnu d'intérêt général, loi 1901, et qui regroupe aujourd'hui 450 cadres experts, tous des professionnels dans leur métier, donc tous états d'activité, et tout métier confondu. Ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble, c'est la volonté de partager nos talents, d'échanger avec bienveillance, avec ouverture, et puis de systématiquement en fait, être au parfum de l'actualité économique et managériale. Et pour ce faire, nous créons des événements très régulièrement, donc comme ce soir, avec des grands formats, mais aussi parfois sur des formats plus petits, pour retravailler sur des commissions plus sectorielles ou métiers. Donc, je vais vous donner peut-être 3 chiffres clés. On représente aujourd'hui 19 nationalités. On a également 25 commissions qui sont donc des ateliers de travail entre nous. Et puis, le troisième et dernier chiffre, nous réalisons chaque année 290 événements. Ça veut donc dire qu'on a plus d'une occasion par jour pour se réunir, se rencontrer et nous enrichir mutuellement. Donc, ce que l'on cherche ensemble, c'est donner du sens à nos parcours professionnels. Et ce que l'on veut tous, c'est dynamiser nos parcours et voilà, accélérer nos parcours professionnels. Et ça ne fonctionne que grâce à l'engagement de nos membres. Il y a différentes valeurs qui existent. On est évidemment tous attentifs à la bienveillance, on est tous attentifs à l'autre, mais avant tout, on est très attentifs à l'engagement. Et c'est l'un de nos critères clés pour recruter et pour intégrer le réseau Dino. Cet engagement, il est très concret. Et ce soir, le meilleur exemple, c'est celui de Stéphane, à ma droite, qui en fait a osé approcher Pascal Demurger pour arriver à réaliser cette belle rencontre ce soir sur un sujet magnifique que nous présentera tout à l'heure Stéphane. Mais cet engagement-là, c'est un engagement qui est large. J'ai également donc en face de moi Anne Courtois, vice-présidente, dont le métier est la communication, qui sera donc notre modératrice ce soir dans une seconde partie de notre soirée. Voilà pour la partie réseau Dino. Je vais passer maintenant la parole à Stéphane pour introduire le sujet et puis évidemment Pascal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous écho du réseau Dino, en direct du siège de la Maïf. Pour ce premier rendez-vous et dans ce contexte de crise multiple, dont celle du Covid, qui rebat largement les cartes, on a décidé aujourd'hui en fait, d'aller directement au cœur des problématiques actuelles que rencontrent les dirigeants et leurs entreprises, quel que soit le secteur et quelle que soit la taille de ces entreprises. Comment concilier profitabilité essentielle et en même temps l'impact justement naissant de leurs activités. Tout le monde entend parler d'adaptation, de transformation, du fait de devoir être en phase avec son écosystème pour pouvoir se développer. Mais concrètement, comment est-ce que ça se traduit au cœur des organisations, au cœur des entreprises? Quel rôle peuvent-elles et doivent-elles jouer à partir d'aujourd'hui? Quelles sont les ambitions qu'elles doivent porter? Comment concilier engagement et performance? Pour répondre à toutes ces questions, ainsi qu'aux vôtres, dans cette deuxième partie d'interview, nous avons la chance et l'honneur d'être accueillis par un dirigeant atypique, à bien des égards. Alors, c'est vrai qu'il a fait l'ENA pour faire plaisir à son père et à un instituteur, et qu'ensuite, il est rentré pendant les 6 premières années de sa vie professionnelle au ministère de l'Économie et des Finances, à la direction du budget. Et puis, il a rejoint la Maïf en 2002, pour en devenir le directeur général en 2009. Mais c'est 6 ans plus tard que, en fait, la transformation prend forme. C'est en 2015, au cours d'un séminaire entre cadres dirigeants du groupe, que l'une de ses collaboratrices lui demande publiquement d'arrêter de gérer en passant par la raison, mais d'écouter ses émotions. Il écoute, il s'ouvre, il co-construit un projet en 9 mois, joli symbole, qui permet à la Maïf et à ses 8000 collaborateurs d'être aujourd'hui premiers dans la relation client. Premier parce que leader au podium de la relation client, premier parce que prix de l'excellence client, prix
de l'expérience client devant Amazon et Nespresso. Il va même jusqu'à oser écrire « J'aime mes salariés, j'aime mes sociétaires et je dirige mon entreprise autant avec le cœur qu'avec de froids objectifs. » Bonjour Pascal Demurger. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans, Ravi de le dans faire. ce fantastique décor au siège de la Maïf. Damien, j'ai eu plusieurs retours en fait en préparant cette émission. Damien, qui est un directeur de cabinet conseil, qui m'a dit que c'est un leader inspirant. Alessandra, qui est directrice RSE, m'a dit que c'était une superbe opportunité de pouvoir échanger avec vous. Corinne, qui est manageuse, m'a dit qu'est-ce que j'aimerais avoir un patron comme lui. Bon, ça ne vous dérange pas si dans l'intervalle, on salue quand même le sien? Oui, oui, c'est peut-être parce qu'ils me connaissent peu. Pour bien comprendre en fait cette reconnaissance que vous avez et cette adhésion forte qu'ont les gens à vos idées, moi j'aimerais partir d'un constat, votre constat, qui est en fait à la base de votre engagement et de toute la dynamique que vous avez mise en place après. Comme vous l'initiez en fait dans votre livre, je voudrais que l'on puisse partir en fait des 30 Glorieuses, dont vous dépeignez en fait un contexte acide. Vous êtes très critique vis-à-vis des États de l'époque, vis-à-vis des entreprises. Pour introduire le sujet, je vais juste reprendre un verbatim que vous faites. Le monde dans lequel nous vivons depuis plusieurs décennies a profondément changé. Le développement économique n'est plus synonyme de progrès social. Il ne parvient plus à embarquer tout le monde dans un mieux-être collectif et constant. Les États ne parviennent plus à réguler l'ensemble, asphyxiés par l'ampleur des transferts sociaux opérés et dans un contexte de pénurie et de moyens. Le déclin ne peut pas tenir lieu d'horizon. Oui, alors effectivement, hein, la phrase que vous citez et quelques autres peuvent paraître un peu sombres. C'est moins d'ailleurs une critique des 30 Glorieuses que plutôt des décennies suivantes. Absolument. Hein, les 30 Glorieuses, alors on s'en souvient, non, enfin, on s'en souvient plutôt dans les livres d'histoire, mais voilà, cette période de l'immédiate après-guerre jusqu'au milieu des années 70, on va dire, c'est une période dans laquelle on continue de trouver du sens. Hein. Il y a effectivement de manière concomitante un développement économique extrêmement rapide et continu, et puis un progrès social qui est manifeste. Hein. Élévation généralisée du niveau de vie, des progrès techniques. Les foyers français, tout simplement, et occidentaux, accèdent à une forme de modernité et de style de vie nouveau, etc. On trouve du sens. Et on trouve du sens dans une forme de bonne conscience parce qu'on n'a pas du tout le sentiment à l'époque que tout ça un jour va se payer au détriment de la planète, au détriment des ressources que l'on commence quand même à exploiter fortement. Hein, et puis, si on se souvient, au milieu des années 70, il commence à y avoir là des points de rupture. Alors, c'est évidemment la rupture de la crise pétrolière, qui va entraîner les économies occidentales dans la crise progressivement. Et puis, c'est le début de la rupture de la prise de conscience. Et en 72, c'est le fameux rapport de Rome sur l'état de la planète qui commence à tirer le signal d'alarme, tout simplement. C'est d'ailleurs en France, on parle beaucoup de Danone ces dernières semaines. On va y venir. Oui, j'imagine. C'est le discours d'Antoine Riboud au CNPF de l'époque, à Marseille, en 1972, avec le double projet économique et social. Donc, ce sont déjà des prises de conscience. Et puis, c'est en même temps, ce début des années 70, au contraire, l'apogée d'une forme de capitalisme qui commence à devenir un petit peu débridé. C'est Milton Friedman qui dit voilà, le seul objectif d'une entreprise, c'est le profit. Business of business is business. Il n'y a que ça. Et l'entreprise n'a pas à considérer son environnement, elle doit considérer simplement sa profitabilité, son développement et sa croissance. Et donc voilà, on est dans un point de rupture où d'un côté, on pousse à l'extrême jusqu'à la caricature et on en verra les conséquences, une forme de libéralisme qui va devenir quand même, qui va finir par poser pas mal de problèmes. Et puis déjà des signaux faibles de gens qui prennent conscience que
Sur le plan environnemental, Club de Rome. Sur le plan social, Antoine Riboud, il y a déjà une prise de conscience qu'il faut faire quelque chose et que l'entreprise a une responsabilité. Sachant qu'à l'époque, vous opposez déjà, en tout cas vous distinguez le capitalisme anglo-saxon du rénan. Ça, très c'est pas moi qui le fais. Hein. Ça, vous reprenez. Ouais, c'est Michel Albert qui le fait, l'ancien patron des AGF, qui avait écrit il y a, je ne sais pas, peut-être pas loin de 30 ans maintenant, un bouquin qui est resté assez célèbre quand même, Capitalisme contre capitalisme, dans lequel il oppose les deux modèles, anglo-saxon et rhénan. Un modèle anglo-saxon de capitalisme financier, avec un actionnariat composé déjà un peu d'investisseurs institutionnels, de fonds, et avec un horizon de temps qui est le court terme, clairement, une exigence de rentabilité, de retour sur investissement assez immédiat et court-termiste, versus un capitalisme rénan, qui est plutôt un capitalisme d'ETI, de groupes familiaux, avec la caractéristique des groupes familiaux qui est forcément d'avoir une volonté de transmission intergénérationnelle et donc une vision de long terme, et donc une capacité effectivement à avoir comme ligne d'horizon quelque chose de beaucoup plus lointain. Et on verra tout à l'heure, j'imagine qu'on va parler des sujets d'engagement de l'entreprise, de recherche d'impact. Pour moi, l'engagement de l'entreprise peut être, et je crois qu'on le démontre avec la Maïf, synonyme de performance. Ça ne s'oppose pas à la performance, mais à condition d'être sur un horizon de moyen long terme. Parce que ça nécessite des investissements qui font qu'à très court terme, ça peut en effet poser des sujets de performance. Alors là, vous anticipez un petit peu effectivement le déroulé, mais je vous en prie. Je vous suis. Je vous en prie. En fait, par rapport à cet emballement, ce dérèglement, ce glissement, ce déclassement dont parlent certains, vous distinguez en fait la financiarisation, la globalisation, la digitalisation. Vous avez une vraie démarche, une vraie réflexion par rapport à ça, jusqu'à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu comment vous voyez les choses par rapport à ça? Cette digitalisation qui en fait est non seulement nouvelle, non seulement accélérée, mais qui en plus a un business model totalement différent de la production qu'on connaissait jusqu'alors. On amortissait lentement jusqu'alors, alors que là, la digitalisation fait qu'en fait, à chaque nouveau client gagné, c'est encore plus amorti, la gratuité étant le levier principal de ce développement. Oui, et avec progressivement la constitution de véritables monopoles en réalité, puisque dans le capitalisme classique, on va dire, dans l'entreprise normale, je ne vais pas être trop technique, mais le coût marginal est inférieur au coût moyen jusqu'à un certain niveau. Et puis, à ce niveau-là, il faut réinvestir. Et de nouveau, le coût marginal est supérieur au coût moyen. Et donc, il y a une forme de régulation qui s'opère. Là, dans l'économie digitale, le coût marginal est systématiquement et jusqu'à l'infini inférieur au coût moyen et tend même vers zéro. Le fait pour Google d'avoir un client supplémentaire ne génère aucun coût en réalité. Et le fait d'en avoir 10 millions ou 1 milliard de plus, en réalité, génère très peu de coûts. Donc le coût marginal est quasiment nul. En revanche, le fait d'avoir 1 milliard d'utilisateurs supplémentaires par l'intelligence artificielle crée au contraire une bien plus grande qualité de recherche sur le moteur de recherche. Pour rester juste dans l'exemple de Google, mais on pourrait décliner un petit peu à l'infini. C'est par l'expérience de chacun. Si j'utilise Waze, plus on est nombreux à utiliser Waze et plus la prédiction de Waze sur le temps de trajet va être bonne. Donc, non seulement Waze ne subit pas de coût marginal d'utilisation, mais il y a au contraire un bénéfice à ce qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs. Et donc, on voit bien, si on tire le fil, ça veut dire qu'on arrive à un monopole naturel qui se constitue progressivement. Je n'ai aucun bénéfice à utiliser une autre appli que Waze si effectivement la majorité des gens utilisent Waze. Je n'ai pas de bénéfice à utiliser un autre moteur de recherche que Google si la majorité des gens utilisent Google, puisque c'est chaque recherche qui affine
le niveau de pertinence des résultats, hein, etc., etc. Et ça, c'est vrai un peu pour l'ensemble de l'industrie digitale. On voit les débats qu'il y a eu il y a quelques jours sur Doctolib, par exemple, hein, qui est en train là aussi d'être progressivement en situation de monopole. Et puis, les exemples pourraient être extrêmement nombreux. Hein. Donc, ça pose un premier problème qui est que de manière naturelle, sans aucune régulation, l'industrie digitale risque progressivement d'être dans une situation de monopole. Hein. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, le second sujet dont je parle dans le livre et qui, pour moi, est un vrai sujet de préoccupation, c'est que le digital déplace le sujet des inégalités. Évidemment, les inégalités de revenus, de patrimoine, non seulement persistent et même se creusent, hein, on l'a vu, y compris l'an dernier à la faveur de la crise, hein, avec encore une explosion des inégalités de patrimoine. Mais je pense qu'il y a une inégalité encore plus fondamentale que celle-là qui risque d'intervenir demain, c'est l'inégalité, c'est assez dur à exprimer comme ça, mais l'inégalité entre les utiles et les inutiles, entre ceux qui, adaptés à la société moderne, y trouvent une place et une utilité sociale, hein, concrétisée par un travail, tout simplement, et puis ceux qui ne trouvent pas une place. Et ceux qui sont définitivement déclassés, hein, qui n'arrivent pas à trouver une place dans cette société. Hein, et ça, c'est une inégalité qui, pour moi, est encore plus forte, encore plus marquante, encore plus dangereuse d'une certaine manière que l'inégalité de revenus, parce que ça veut dire que ça touche à l'identité, à l'utilité en tout cas sociale de l'individu, hein, et ça peut être évidemment profondément destructeur. Donc c'est vrai qu'il y a quelques pages sur l'économie digitale qui ne sont pas que positives. Il y a beaucoup d'aspects positifs par ailleurs, hein, mais il y a des risques dont il faut avoir conscience, bien sûr. Vous arrivez, par rapport à ce point-là, justement, au revenu universel. J'ai vu que vous abordiez la chose, que vous étiez justement pour contrebalancer cette inutilité. Oui et non. Oui et non. Il y a vraiment deux manières d'appréhender le sujet. Soit on se dit, face à ce constat selon lequel il y a une partie de la population qui ne va pas trouver demain sa place. Il faut créer un revenu universel pour leur assurer de quoi vivre. Soit on se dit, mais le revenu universel est une forme de capitulation et c'est la manière d'entériner que, oui, on renonce à ce que tout le monde contribue et une utilité sociale et s'insère dans la chaîne de production ou dans la société d'une manière générale. Hein, donc, il y a vraiment deux lectures. Hein. Soit c'est un filet qui est rendu obligatoire par cette analyse, soit à l'inverse, c'est vraiment, encore une fois, le constat d'une capitulation, quoi. Oui, et puis ça pose la question du sens. On y reviendra plus tard. Et ça pose totalement la question du sens. Et en réalité, c'est même la question du sens qui est posée là. Hein, et elle est posée là à un niveau macro. Si je n'ai plus d'utilité sociale, mais quel est le sens à la limite même de mon existence, hein, et de mon existence sociale en tout cas. Et puis, cette question du sens, on va la retrouver à un niveau plus micro dans l'entreprise, dans laquelle on voit bien que les gens aujourd'hui ont besoin, et c'est heureux, de trouver un sens à leur investissement, à leur engagement, à leur mission. C'est dans cette confusion, on va dire, sociale, sociétale, écologique évidemment, que vous invitez les entreprises à jouer pleinement leur rôle, à même dépasser la théorie d'Adam Smith, de Milton Friedman que vous citiez précédemment. L'entreprise n'est pas uniquement là pour faire du profit, pour faire du bénéfice. C'est un véritable acteur sociétal, social, qui doit avoir un impact, qui doit être en lien, en interaction constante avec son écosystème. Vous invitez l'entreprise à l'âge de la conscience. Et on en arrive à l'entreprise politique. Oui. Alors, plusieurs choses là-dessus. D'abord, je pense qu'aujourd'hui, on est confronté à des problèmes à la fois sociaux et environnementaux qui sont d'une part d'une telle ampleur
d'une telle intensité et d'une telle urgence à régler que l'on n'y arrivera pas si tout le monde ne s'y met pas, y compris et d'abord les entreprises. Parce que les entreprises peuvent avoir un impact, négatif comme positif d'ailleurs, hein, mais en tout cas, elles ont une puissance, un levier d'action qui est tellement fort qu'on peut, je pense, renverser les choses si les entreprises s'y mettent. Hein, et si elles passent du côté du problème au côté de la solution, quoi. Hein, donc, il y a vraiment un levier d'action qui est phénoménal. Donc oui, je crois que les entreprises ont la responsabilité de bouger parce qu'il n'y a plus d'alternative. Par ailleurs, je suis convaincu que, en réalité, les entreprises n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix d'abord, on pourrait dire de manière un peu cynique, parce que elles ont besoin du maintien d'un environnement suffisamment viable pour continuer à évoluer. Hein. Elles n'ont pas le choix également parce que tout simplement, elles sont sous la pression à la fois de leurs consommateurs, de leurs salariés, voire de leurs investisseurs. Il y a aujourd'hui une attente sociale qui est en train de monter à l'égard de l'entreprise. Hein, quand vous interrogez les gens, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, personne ne vous aurait dit l'entreprise a un rôle social à jouer. L'entreprise doit impacter positivement l'environnement, la société ou que sais-je. C'était le seul rôle social que l'on pouvait considérer pour l'entreprise, c'était éventuellement contribuer au plein emploi, contribuer à la distribution de richesses, au progrès économique, mais c'est tout. Hein. Aujourd'hui, si vous interrogez les mêmes personnes, elles vont généralement, majoritairement, considérer que oui, l'entreprise a une responsabilité sociale, sociétale, une responsabilité, moi, que je qualifie de politique, hein, et que l'entreprise doit contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, à la lutte contre les inégalités, à la lutte pour l'insertion, etc., etc. Et donc, face à cette attente, je pense qu'un dirigeant d'entreprise qui serait sourd à cette attente, qui n'entendrait pas cette attente, prend sur le moyen terme un énorme risque pour son entreprise. Je pense que c'est manquer comment dirais-je, de vision, oui, absolument. Hein, ce serait manquer de vision que de ne pas l'entendre et de ne rien faire. Or, par ailleurs, on peut faire de l'engagement pas seulement une contrainte supplémentaire. Hein, quand on est chef d'entreprise, on en a marre des contraintes. Hein, on en a marre des coûts supplémentaires, on en a marre des règles supplémentaires, on en a marre de tout ce qui nous empêche d'entreprendre, tout simplement, hein, et de faire notre métier. Mais je crois qu'on peut faire de l'engagement autre chose que simplement une contrainte supplémentaire ou une source de coûts supplémentaires. On peut en faire une source de performance. Hein, et c'est ce que j'essaye de démontrer dans ce livre. C'est ce que j'essaye de faire à la tête de cette entreprise. Et je pense que nous sommes en train de démontrer qu'il y a vraiment place pour monter des modèles d'affaires, des business models, qui permettent de concilier engagement et performance, qui permettent même de nourrir la performance par l'engagement de l'entreprise. Et à partir du moment où, si ce qu'on fait est à la fois bon pour notre environnement et bon pour l'entreprise, il n'y a vraiment pas de raison de s'en priver. Alors justement, par rapport à cette mise en application au niveau de la Maïf, vous avez en fait trois grands axes de développement, trois grandes idées fortes, maîtresses. La première d'entre elles, c'est la citation de Gandhi, soit le changement que tu souhaites voir dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se traduit, vous qui êtes à la fois gestionnaire de sinistres, gestionnaire d'actifs, gestionnaire de data? Oui, alors ça, c'est un petit peu, ça me paraît être une règle de vie importante, hein, sur le changement que tu veux voir dans le monde. Ça veut dire que le changement commence par soi-même, hein, et que je ne peux pas espérer attendre, rêver d'un monde meilleur si je ne commence pas par y contribuer moi-même. Hein. Donc c'est un état d'esprit qui est indispensable, préalable, indispensable à toute mise en mouvement. Hein, et à toute action. Vous faites appel à la responsabilisation de chacun. Je fais appel à la responsabilisation de chacun, hein, et ça, on va pouvoir en effet le décliner
j'allais dire, quel que soit ce chacun, hein, que ce soit un collaborateur, que ce soit un client, que ce soit un investisseur, on peut le décliner pour chaque public. Et de fait, l'engagement que l'on essaye d'avoir à la Maïf, il concerne aussi bien les grandes thématiques qu'on a commencé à évoquer, l'environnement, le changement climatique, le social, l'égalité, l'insertion, l'égalité des chances, etc. Hein, grandes thématiques sur lesquelles on essaye d'être extrêmement actif, hein, on y reviendra. Mais pour moi, ça n'aurait pas de sens d'avoir ces engagements généraux et généreux d'ailleurs, si par ailleurs on n'était pas attentif à ceux qui sont directement au quotidien en relation avec l'entreprise. C'est vrai des clients et c'est vrai d'abord et avant tout des salariés. Hein, vouloir faire le bien dans le monde en traitant mal ses collaborateurs, ça n'a pas de sens. Il faut commencer à être attentif à ses collaborateurs et là aussi à enclencher un cercle vertueux entre une forme d'engagement managérial et une dynamique collective et une performance collective. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Si on reste un instant sur ce sujet du management, vous avez dit hein, qu'il y a quelques années, on a basculé en réalité à la Maïf. Hein. On était sur un schéma plutôt, et moi-même, j'étais sur un schéma assez traditionnel, assez classique hein, de management, voilà, un peu hiérarchique, un peu vertical, reposant sur l'autorité. Je donne un ordre, j'en vérifie l'application, j'en sanctionne le résultat, hein, positivement ou négativement. Et puis voilà, et puis c'est comme ça qu'une entreprise marche. Hein, et puis, on a basculé vers autre chose, ce qu'on appelle chez nous un management par la confiance, avec au fond une sorte de triptyque. Hein. D'abord la question du sens hein, que vous souleviez, hein, c'est-à-dire comment j'essaye, pour chacun, on est 8000 à la Maïf, pour chacun des 8000 collaborateurs, de lui donner du sens, de donner du sens à son action. Hein. Pourquoi je me lève le matin et à quoi je sers? Quelle est mon utilité? Quelle est mon utilité dans l'entreprise? Quelle est au-delà mon utilité sociale? Hein. Quel est mon rôle? Et quelle va être évidemment ma source de motivation? Hein, parce que la question du sens, c'est évidemment la question de la motivation, de l'envie. Hein. Et déjà, si on est capable de donner ça, on a fait un pas gigantesque. Alors, c'est pas facile. Hein, il faut dégager une vision, il faut y raccrocher la stratégie de l'entreprise, il faut descendre jusqu'à l'action de chaque collaborateur et en quoi cette action s'inscrit dans cet ensemble beaucoup plus vaste, mais ça a une puissance extraordinaire. Voilà, le sens. Deuxième sujet, la confiance. Comment, a priori, je fais confiance à chacun de mes collaborateurs. Et comment, a priori, je marque cette confiance en lui laissant un champ de marge de manœuvre infiniment plus large que dans un contexte classique. Hein. Comment je fais en sorte que les collaborateurs, y compris de terrain, hein, ne sont pas là simplement pour exécuter des process qui ont été décidés en haut, mais véritablement pour trouver avec leurs moyens leurs propres réflexions, pour trouver des solutions aux problèmes quotidiens qui leur sont posés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous redéfinissez en fait les rôles et responsabilités de chaque maillon de la chaîne, si je peux dire ça comme ça? Alors, non seulement on les redéfinit, mais surtout, on leur laisse les marges de manœuvre les plus larges possibles. Hein. Nous, par exemple, on a évidemment une population de gestionnaires de sinistres. Hein. On est assureurs, et donc des gens qui vont accueillir l'assuré qui vient d'avoir un accident de voiture, une inondation ou que sais-je, comprendre ce qui se passe et puis essayer de trouver des solutions. Soit en une fois, soit ça va prendre plus de temps, peu importe. Des gestionnaires de sinistres. Vous avez deux moyens de faire. Soit vous êtes dans une logique extrêmement, comment dirais-je, productiviste, et là, plus vous enfermez les gestionnaires, et plus ça va aller vite, hein, plus vous allez faire des gains de productivité, et à l'extrême, ils vont dérouler un script et
face à un assuré qui déclare un accident de voiture de telle nature. Ben voilà le script que je dois dérouler, toutes les étapes que je dois passer, etc. Qualité de la relation client. Ça va même un tout petit peu plus loin, si je peux me permettre, dans votre développement, dans votre livre. Ouais. C'est qu'en fait, vous dites que comme le pourcentage, comme le variable est très élevé dans certaines sociétés, que vous ne citez pas, du coup, le conseiller a même tendance à vraiment proposer, à vendre en fait, ce qui lui rapporte le plus à lui, Alors, sans tenir compte évidemment du client. Je vais revenir là-dessus. Ça, c'est sur la relation plutôt commerciale. Oui, qui traduit beaucoup de choses. Sur la gestion de sinistres, vous pouvez enfermer vos gestionnaires de sinistres, encore une fois, dans un carcan, dans un cadre extrêmement étroit. Et considérer que pour telle typologie de sinistre, la conversation téléphonique ne doit pas durer plus de 7 minutes 24. On pilote l'entreprise comme ça. Qualité de la relation client, zéro. Clairement. Qualité managériale, motivation des salariés, zéro. Si je passe ma journée à dérouler un script, quel est mon apport? Et je suis considéré comme rien du tout, comme une machine simplement qui exécute. Et donc, je finis par me comporter comme une machine qui exécute, et alors surtout pas zèle, et je fais rien de plus. Si vous faites exactement l'inverse, que vous donnez le plus de possible de marge de manœuvre. Ça veut dire, vous, monsieur le gestionnaire, vous allez d'abord consacrer à l'assuré qui vient déclarer un sinistre tout le temps que vous jugez nécessaire. Et c'est vous qui savez quel est le temps nécessaire. Peut-être qu'on peut aller très vite parce que la personne n'a n'est pas du tout traumatisée par le sinistre qu'elle a eu, elle veut régler ça, c'est de l'administratif le plus vite possible, et on va aller très vite. Super. Peut-être au contraire qu'il va falloir l'écouter parce qu'elle est traumatisée, parce que elle a été marquée, parce qu'elle est inquiète sur la suite. Il va falloir la rassurer, lui expliquer quelles vont être les étapes ultérieures, etc. Donc déjà, liberté sur le temps à lui consacrer. Liberté ensuite sur la manière de régler le sinistre. Évidemment, il y a des règles, bien sûr, on est dans l'application d'un contrat. Mais peut-être qu'exceptionnellement, vous aurez envie d'aller un petit peu au-delà de l'application des strictes garanties. Non, ça ne rentre pas tout à fait dans les cases, mais on va le faire. Non, vous n'avez pas complètement les pièces justificatives nécessaires. Mais ça fait 20 ans que vous n'avez pas déclaré un sinistre. Moi, je vous fais confiance. Et je sais bien que la facture de votre bague de fiançailles, vous ne pouvez pas l'avoir. Mais je vous crois quand vous me dites qu'elle a été volée. Et ça change tout. Ça change tout. Et ça change tout pour les deux. Ça change tout pour le client, pour l'assuré. Waouh, là, je suis fidélisé à vie. Et je vais en parler dans mon entourage. Vous évoquez même une dame qui, je crois, plusieurs mois après avoir été indemnisée, en fait, du vol ou d'une perte d'une bague, plutôt d'une perte, puisque finalement, elle a retrouvé cette bague et elle vous a rendu, absolument, en fait, 100% de l'indemnisation que vous avez quand on donnée. accorde sa confiance à quelqu'un, c'est jamais ou tellement rarement perdu. Forcément, ça oblige la personne et forcément, elle se comporte en fonction de la manière dont on la traite. Il y a toujours une interaction de cette nature dans les relations humaines. C'est don et contre-don. Si je n'ai pas confiance en vous, vous allez finir par chercher à me tromper. Si j'ai confiance en vous, jamais vous ne me ferez. Bien sûr, bien sûr. Donc oui, en effet, cette dame retrouve un jour sa bague et immédiatement nous fait un chèque en disant je vais vous rembourser, j'ai retrouvé ma bague. Et donc, on voit bien que c'est gagnant pour tout le monde. Et quelle motivation supplémentaire, c'est plus le même job. C'est plus le même job. L'entreprise me fait confiance et me laisse faire. L'exemple des commerciaux que vous citiez. C'est quoi comment dirais-je, la tentation, on va dire, la tentation pour un assureur, ça va être de vendre le plus de contrats possible. Et donc, je vais vous vendre le plus de contrats possible. Et vous n'avez pas besoin de ce contrat, je vais essayer de le vous vendre. Si j'arrive à vous le vendre, même si vous n'en avez pas besoin, c'est bingo pour moi. C'est même encore mieux, parce que si vous n'en avez pas besoin, ça veut dire que vous n'aurez jamais de sinistre et donc que je n'aurai jamais rien à rembourser. Donc, c'est encore mieux. Si maintenant vous faites le contraire, que culturellement, pendant des années, ça prend du temps,
vous convainquez l'ensemble des commerciaux de l'entreprise, l'ensemble des conseillers, qu'il faut conseiller le client ou le prospect dans le sens de ses intérêts, même si ça va à l'encontre des intérêts immédiats de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que font les conseillers de la Maïf. Le conseiller de la Maïf, par exemple, il va vous appeler un jour en vous disant écoutez, j'ai fait un bilan de vos contrats, j'ai regardé et je me suis rendu compte que vous aviez encore tel contrat. Or, compte tenu de l'évolution de votre situation personnelle, de votre situation de famille, il est devenu inutile. Vous devriez le résilier, ce n'est pas la peine de payer pour rien. Un conseiller Maïf, il va vous dire, comme il m'a dit à moi quand je me suis assuré à la Maïf la première fois, il va vous dire, par exemple, écoutez, non, vu l'âge de votre véhicule, ce n'est pas la peine de prendre ce contrat-là. Prenez celui-ci, ça suffira largement, et vous paierez moins cher et vous serez aussi bien couvert. Donc, il va délivrer un conseil dans le sens de l'intérêt du client et non pas dans le sens immédiat de l'intérêt du sociétaire. Il faut pour ça, d'ailleurs, mettre en place une politique de rémunération, ce que vous évoquiez. C'est-à-dire, moi, je l'ai supprimé toute idée de commission, de variable, de bonus en fonction des ventes réalisées. Autrement, vous obligez les gens à être schizophrènes. On ne peut pas leur dire conseiller le client dans le sens de ses intérêts et en même temps lui dire tu percevras plus si tu vends plus. Et donc, si on veut un conseil de qualité, il ne peut pas y avoir de commission ou de bonus. Donc, on a supprimé tout ça. Le résultat de tout ça, c'est quoi? Là aussi, ce sont des clients infiniment plus fidèles parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont été conseillés. On crée une relation là aussi de confiance et ça crée un modèle économique au final qui est beaucoup plus efficace parce que s'ils sont plus fidèles, je n'ai pas besoin d'aller recruter des centaines de milliers de nouveaux clients chaque année pour assurer mon développement, mais simplement de remplacer les quelques-uns qui partent et qui ne sont pas très nombreux. Alors, quand on connaît le coût d'acquisition d'un client, c'est extrêmement rentable pour l'entreprise, ce modèle-là. C'est extrêmement bénéfique pour le sociétaire. Je peux dormir sur mes deux oreilles. Je sais que, je serai bien traité si j'ai un sinistre. 2, on va bien me conseiller si je souscris un nouveau contrat. Et c'est extrêmement motivant pour mes collaborateurs parce que ils ont le sentiment en effet d'être utiles, de faire un vrai job. On leur fait confiance et ils le sentent. Donc c'est bénéfique pour tout le monde en vérité. Et vous économisez même du budget de communication. Et en fait, ils deviennent eux-mêmes les ambassadeurs de vos prestations. Nos meilleurs ambassadeurs, ce sont nos sociétaires, oui, bien sûr. Et vos salariés, visiblement. Et nos salariés. Avant de prendre les premières questions, je voudrais juste vous demander, puisque là on évoque déjà certains résultats, comment est-ce que vous avez réussi à opérer très simplement cette bascule? Parce que vous avez évoqué ces 6 premières années, avec un management, on va dire, top-bottom, visiblement, tel que vous le présentez, un peu autocratique. Et là, maintenant, on est dans une deuxième phase qui, elle aussi, est de 6 ans, puisqu'on est en 2021, donc c'est bien, on a vraiment un parallèle par rapport à ça. On voit une grande évolution de la part de votre entreprise. Je ne sais pas si tout le monde y adhérait automatiquement, spontanément. Est-ce que culturellement, ils étaient déjà complètement préparés? Vous faites allusion dans le livre au fait d'avoir laissé une certaine spontanéité en fait dans cette prise de décision au début, que seuls ceux qui le souhaitaient prenaient en fait cette nouvelle organisation en main, quel que soit leur niveau de responsabilité. Ça a peut-être dû créer pendant une certaine période, on va dire 2 sociétés en une. Est-ce qu'avant de passer aux questions-réponses, vous pouvez juste nous expliquer un petit peu comment vous avez réussi à piloter justement ce changement? Alors, d'abord, la première chose, c'est que la première bascule, et on l'a fait, je ne sais pas si c'était complètement conscient ou un tout petit peu par hasard, mais en tout cas, la première bascule, et heureusement, ça a été celle du management en interne. Je pense que c'est vraiment le premier sujet, le sujet prioritaire, de transformer les habitudes managériales. Et c'est après que vous pouvez construire d'autres choses en termes d'engagement, en termes de dynamique collective, y compris vers cet engagement sociétal ou autre. Cette transformation managériale, l'élément de complexité, c'est que par hypothèse, vous voulez aller vers un management
qui soit plus participatif, plus responsabilisant, dans lequel on laisse plus de marge de manœuvre, plus de liberté, dans lequel vous exercez moins d'autorité, dans lequel vous, comment dirais-je, vous ne décidez pas de tout pour tout le monde. Et donc, il y a une forme de paradoxe. La tentation pour aller vite, ce serait de dire maintenant tout le monde est libre, je vous ordonne d'être libre. Et voilà comment on va s'organiser. Et c'est moi qui décide comment on va organiser cette liberté. Et ça va donc complètement à l'encontre du fond même de ce que l'on veut faire. Et en même temps, s'il n'y a pas assez de volontarisme, ça risque de prendre des années. On risque de ne jamais se faire. Voire de ne jamais se faire. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui n'y trouvent pas leur compte. Notamment, pas que. Il y a tout d'ailleurs. Il y a des managers qui n'y trouvent pas leur compte parce que soit ils n'adhèrent pas, considèrent, et pourquoi pas, ils considèrent que non, le management, c'est d'abord l'exercice d'une autorité. Soit ils adhèrent en théorie, mais ils ne savent pas comment faire. Quand on a, c'est souvent le cas. Mais c'est souvent le cas. Et c'est normal. Quand pendant des années, voire des décennies, vous avez eu un style managérial, changer de style managérial, c'est dur. C'est très, très dur. Vous parlez de saut dans le vide, d'ailleurs. Mais absolument. Absolument. Et saut dans le vide que moi-même, j'ai fait à certains moments. Et ce n'est pas facile de sauter dans le vide. C'est vraiment pas facile. Donc évidemment, ça nécessite un accompagnement absolument gigantesque. Ça nécessite d'accepter qu'à un temps donné, toute l'entreprise ne soit pas au même rythme, qu'il se passe des choses à certains endroits, qu'il y ait des initiatives qui soient prises, qu'à d'autres endroits, ça ne bouge pas. Et donc, qu'il y ait des pratiques très, très différenciées. Ça ne peut pas durer des années. Ça dure quand même un certain temps. Chez nous, pendant au moins 18 mois, ça a été un petit peu ça. Et puis, on a fait en sorte de donner à voir ces initiatives. On a créé des marchés aux initiatives, où les managers ou les salariés, peu importe, venaient expliquer ce qu'ils avaient fait. À tel endroit, nous, on est centre de gestion de sinistres de Tours. On est 70 dans ce centre de gestion. On nous a parlé de management par la confiance. D'accord. Donc, management par la confiance, ça veut dire qu'on ne pointe plus. Et on se met d'accord en fonction des besoins de l'entreprise. Les managers nous disent mardi après-midi, de telle heure à telle heure, j'ai besoin de tant de personnes pour répondre au téléphone, etc., etc. Et après, on s'organise entre nous. Et on répond toujours aux besoins de l'entreprise, mais on s'organise entre nous. Si moi, mardi après-midi, j'ai besoin d'emmener ma fille chez le médecin, je vais faire en sorte que quelqu'un me remplace. Très bien. Et puis ailleurs, nous, on a décidé, management par la confiance, que finalement, les objectifs, ça n'allait plus être top-down, mais bottom-up. Et que c'est nous qui allions proposer nos propres objectifs. Puis après, ça fera l'objet d'une discussion, une forme de contractualisation. Mais quand même, c'est nous qui connaissons les contraintes, les difficultés, etc. Le terrain. Et donc, on va proposer nos objectifs. Et puis, on va en discuter. À un autre endroit, une équipe aura pu imaginer que management par la confiance, quand on recrute un nouvel équipier, ça ne peut pas être simplement le manager qui décide de qui on va recruter. C'est nous qui allons bosser au quotidien avec lui. Donc, nous, on a d'autres mots à dire. Et donc, on veut intégrer le processus de recrutement, etc., etc. 1000 initiatives comme ça. 1000 initiatives dans l'ensemble de l'entreprise. On a créé ces marchés aux initiatives pour montrer, et puis petit à petit, les meilleurs ont été de manière très naturelle adoptés. Et puis, on a lancé une grande co-construction. On a voulu renouveler notre accord sur l'organisation du temps de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise. Et pour ce faire, on a consulté 750 collaborateurs de tout grade, de tout métier, etc. Presque 10%. Oui, quasiment 10% de l'effectif. Quasiment 10% de l'effectif. Qu'on a fait plancher à plusieurs reprises
hein, des journées entières à plusieurs reprises. Au début, ça a été une catastrophe. La première journée, ça a été une catastrophe. On les a réunis par petits groupes, hein, de quelques dizaines. Et tout le monde, c'était que des revendications, en fait. C'était la lettre au Père Noël. Moi, je voudrais que ça se passe comme ça, puis alors moi, j'aurais besoin d'eux, et puis je voudrais que, etc. On a été un peu inquiets, et puis progressivement, justement, en les responsabilisant, ils ont pris leurs responsabilités, et ils ont fini par construire un truc extraordinaire. Et derrière, on a négocié en 2 mois avec les syndicats, on a obtenu un accord de tous les syndicats en 2 mois, alors qu'il aurait fallu 18 mois de négo en temps normal, et sur des bases incroyables. On est allé beaucoup plus loin dans les 2 sens d'ailleurs. On a fait des choses extrêmement intelligentes que jamais on n'aurait pu faire dans une négo normale. Par exemple, tous les syndicats ont signé une annualisation du temps de travail avec une modulation en fonction de l'activité dans l'année. Tous les syndicats ont signé une extension des plages de travail, ouverture le samedi, ouverture plus tard le soir. En revanche, nous, on a accepté sans aucun problème justement l'autopositionnement. Je viens travailler à tel moment. On s'organise évidemment collectivement pour qu'il y ait toujours les ressources nécessaires, mais c'est moi qui me positionne pour dire quand je viendrai travailler, etc., etc. On peut aller beaucoup plus loin en faisant ce genre de choses. Pardon, je suis un peu long. Mais je vous en prie, avec grand plaisir. Je pense qu'on a 1000 questions à vous poser. Anne, je t'en prie, je te passe la parole pour prendre les questions de nos visio-spectateurs. Voilà, merci. Alors, des remarques déjà dans un premier temps sur la manière effectivement de s'engager, sur la quête de sens, sur la confiance en général qui est extrêmement importante pour effectivement dans le management et dans une entreprise. Et la première question, c'est alors une enquête récente de Pascal-Dominique Russo en septembre 2021 intitulée « Souffrance en milieu engagé ». Alors, met en évidence une contradiction entre les méthodes de management parfois âpres, rudes, qui seraient utilisées par des structures, souvent de l'économie sociale et solidaire. Alors, justement, la question, c'est l'étude fait état d'une certaine désillusion démocratique dans les mutuelles notamment. Justement, donc la question, c'est est-ce que vous avez une réflexion sur ce constat? Connaissez-vous cette situation? Connaissez-vous cette étude? Est-ce que vous avez une réflexion partagée? Alors, je ne connais pas du tout cette étude. Je serais d'ailleurs très intéressé par le fait de la voir. Ceci étant, pour moi, on parle de 2 sujets qui sont finalement assez différents. Statut n'est pas vertu. Et le fait d'être membre de l'économie sociale, d'être une mutuelle, permet certaines choses, autorise certaines choses. C'est notamment le sujet du long terme versus le court terme. On n'est pas soumis à la même pression du court terme que lorsque l'on a la pression d'actionnaires et notamment de fonds de pension ou de fonds activistes. Donc ça permet certaines choses. Ça a, de mon point de vue, des vertus, la démocratie de la gouvernance, etc. En revanche, ça ne veut pas dire que automatiquement ce statut va imposer des méthodes de gouvernance ou des méthodes de management qui soient vertueuses. De la même manière que l'on connaît tous, et heureusement, des entreprises classiques, y compris cotées, qui ont un management extrêmement ouvert et basé sur la confiance. Donc pour moi, il n'y a pas une corrélation dans un sens, il y a a fortiori pas de corrélation dans l'autre sens. C'est-à-dire que prétendre sur la base d'observation que le statut d'économie sociale serait corrélé à un management particulièrement dur, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais ce sont 2 sujets distincts pour moi. Alors, un petit peu dans cette même ordre d'idée, pourquoi on a le sentiment qu'en général, les grands groupes ne sont pas aussi vertueux, n'appliquent pas ce changement de paradigme avec cette confiance, ce relationnel entre les collaborateurs? Vu tous les gains que vous présentez.
Comment? Vu tous les gains et les bénéfices que vous présentez, justement. Oui. Alors après, je pense que c'est un petit peu effectivement consubstantiel à la taille de l'entreprise. Quand l'organisation grossit, on a énormément tendance à la structurer, à la rigidifier, à mettre en place comment dirais-je, des règles et des process qui rigidifient tout ça. Et là où, dans une communauté humaine de plus petite taille, y compris parce que les gens se connaissent, se côtoient, on peut faire les choses de manière plus spontanée et plus naturelle. Les grandes entreprises ont tendance à rigidifier. Et alors, particulièrement les grandes entreprises, ça, je peux en témoigner, du secteur financier, les banques ou les compagnies d'assurance, il y a tellement de règles extérieures de toute nature qui nous imposent justement d'avoir ces modes de fonctionnement et qui nous imposent d'ailleurs, si on n'est pas vigilant, d'organiser l'entreprise sur la base de la défiance, avec des échelons de contrôle qui se superposent, niveau 1, niveau 2, niveau 3, une comitologie à organiser, et tout est fait pour effectivement, comment dirais-je, construire la gouvernance de l'entreprise autour d'une forme de défiance. Donc, il y a une forme de pression, y compris réglementaire, qui va à l'encontre de ce management par la confiance. Vous êtes très empathique parce qu'en fait, vous défendez le modèle que justement, vous n'avez pas construit, que vous ne construisez plus, dont vous vous éloignez en fait. Parce qu'avec 8000 salariés, vous arrivez à prouver qu'au-delà de ces process, de ces règles, vous mettez en place quelque chose de très collaboratif et au bénéfice de tous. On peut le faire, bien sûr. C'est toujours possible. Mais c'est évidemment plus lourd dans un grand groupe, bien sûr. Mais c'est toujours possible. Et c'est toujours efficace. Vous parliez tout à l'heure de management global et de gouvernance globale partagée par l'ensemble des collaborateurs. Très souvent, dans les études, dans les différentes analyses qui ont été observées, le middle management est l'oublié. Est-ce que vous observez le contraire? Visiblement, d'après ce que vous nous avez dit, c'est certainement le cas. Mais... Voilà. Alors, j'espère qu'il n'est pas oublié chez nous. Ceci étant, c'est toujours un échelon compliqué, auquel on demande énormément, qui est à la fois évidemment le relais de l'entreprise et en même temps on empathie très forte avec les collaborateurs. Donc il peut y avoir un peu ce grand écart parfois. Donc c'est évidemment un positionnement qui est nécessairement complexe, je vais dire, et difficile. Et il est impératif que sur ces sujets, ça repose sur une conviction très forte. On peut être seul quand on est middle manager. Si sa direction n'a pas encore mis en œuvre justement ce changement, on peut seul déjà commencer à proposer ça à ses équipes. Moi, je pense, oui. Moi, je crois. Ça ne doit pas forcément venir du top. Ça ne doit pas forcément venir du top. Alors, tant mieux, évidemment, si on est environné, si on est dans une entreprise qui promeut ça et qui donne les moyens de faire ça et qui a un discours global d'entreprise qui, évidemment, va porter et va relayer ses propres efforts. Mais on peut évidemment agir seul, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est forcément plus dur en milieu hostile, mais on peut forcément agir seul. Moi, je vais vous dire, il y a quelques années de ça, je ne sais pas combien, 8 ans peut-être, j'ai été bouleversé par une remarque pourtant mais tellement évidente et anodine, mais de quelque chose qui juste ne m'avait jamais traversé l'esprit. La remarque de quelqu'un qui me disait, mais est-ce que tu te rends compte quand on est dirigeant ou quand on est manager, et peu importe le niveau de management, en tout cas quand on a des équipes sous son autorité, sous sa responsabilité, de l'impact que l'on peut avoir sur tout simplement le bien-être ou le mal-être des gens avec lesquels on travaille. Selon la manière dont je vais me comporter, moi, en tant que manager, il y a tout simplement mes collaborateurs directs qui vont être bien ou mal. Et pas seulement dans leur travail, souvent dans leur vie privée aussi, parce que c'est quand même pas aussi étanche.
C'est une évidence. Mais quand on l'a intégré, on ne peut plus faire sans. On ne peut pas fuir cette responsabilité. Qu'on n'en ait pas conscience, je le comprends. Mais une fois qu'on a conscience de ça, on ne peut pas fuir sa responsabilité. Qu'on soit patron ou qu'on soit dans le middle management. Et donc oui, bien sûr, avec son équipe, quand on prend conscience de ça, forcément, on agit différemment. Est-ce que vous avez des indicateurs justement de la politique que vous avez menée? Bien sûr, d'État. Et alors, ce n'est pas toujours facile à objectiver. Il y a des indicateurs très quantis. On le disait tout à l'heure, on a basculé à un moment donné vers le management par la confiance, de manière très volontariste. Et ça s'est fait, j'allais presque dire, du jour au lendemain, à la faveur d'un séminaire de managers. Il y avait 700, 800 managers qui étaient réunis. Et vraiment, ça a été le moment fondateur. Donc, on a basculé. En 18 mois, l'absentéisme a baissé de 25%. Donc, il y a des choses qu'on peut objectiver et qu'on peut chiffrer. Par ailleurs, évidemment, on a énormément d'enquêtes, soit internes, soit ponctuellement externes, sur le climat social, qu'on essaie de suivre et qui ont progressé pendant ces années-là de manière incroyablement élevée. Il y a évidemment tout ce que l'on peut vivre dans la qualité des relations sociales avec les organisations syndicales. Je ne résiste pas à raconter une anecdote. Quand j'ai pris mes fonctions il y a une douzaine d'années, donc vous l'avez compris, j'étais dans un style de management radicalement différent. Et plutôt parce que je pensais que c'est comme ça qu'il fallait faire, tout simplement. Plutôt assez volontariste, on va dire. Et quand j'ai pris mes fonctions, avec mon équipe, on a engagé un tas de réformes assez profondes, structurantes pour l'entreprise. Des choses qu'il était nécessaire de faire, mais qu'on a fait de manière quand même très, très volontariste. Et évidemment, au bout de quelques mois, je me suis pris un droit d'alerte de la part, à l'époque, du comité d'entreprise. Donc, droit d'alerte, c'est quand même un truc assez violent dans une entreprise. Et le secrétaire du comité d'entreprise, c'était le patron de la CGT. Et vraiment, on avait des relations extraordinairement tendues et même assez violentes. Le temps a passé, j'ai beaucoup changé radicalement de politique, de style de management, etc. Et il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il est venu me voir, la même personne. Il est venu me voir et il m'a dit, écoutez, on a discuté au sein de la cellule, on parle de la CGT. On n'était pas d'accord et puis finalement, on est arrivé quand même à se mettre d'accord sur plusieurs choses. D'abord, on pense que vous êtes sincère. Et donc, on vous fait confiance. Okay. Deuxièmement, on pense que les décisions, les orientations que vous prenez vont dans le bon sens. Et donc, on a décidé de vous soutenir. Donc, voilà un exemple de résultats que l'on obtient aussi. Alors, ça ne se mesure pas par des choses quantitatives, mais ça change juste tout. Ça change tout. Parce que au démarrage, quand vous insufflez un tel changement, c'est un peu une révolution culturelle. Est-ce que ça ne fait pas peur aux supra-patrons au-dessus de vous? Et mettons-nous dans la peau d'une entreprise cotée sur le marché. Ça ne va pas forcément être évident d'arriver à expliquer au marché ce genre de position que l'on prend pour gérer du long terme quand il y a toujours des impératifs court terme. Quel conseil vous donnez à ces dirigeants d'entreprise qu'il y a là aujourd'hui autour de nous? Ça c'est un point extrêmement difficile. La question de l'horizon de temps est un sujet extrêmement difficile. On l'a dit à plusieurs reprises, c'est le genre d'évolution qui, en effet, crée de la performance, mais qui crée de la performance sur la durée. Et donc, il faut avoir cette possibilité de faire ce pari-là. Ça, c'est vraiment le point, à mon avis, le plus difficile pour une entreprise cotée. On l'a vu récemment avec Emmanuel Faber. La pression de fonds activistes qui veulent des résultats au trimestre, immédiat, rend extrêmement compliqué
une politique de cette nature. Donc ça, c'est vraiment un point difficile. Moi, j'en suis arrivé à la conviction aujourd'hui que l'État a un rôle à jouer là-dedans, et que l'État, par ses politiques publiques, sa politique fiscale, sa politique d'aide aux entreprises, sa politique de commande publique, de marché public, doit agir pour encourager cette évolution des entreprises. Parce qu'autrement, ça n'ira jamais suffisamment vite. C'est la question de ce qu'on appelle la conditionnalité des politiques publiques. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, une politique fiscale, par exemple, un taux d'imposition doit être le même selon que dans un secteur donné, deux entreprises, l'une pollue, l'autre ne pollue pas, parce qu'elle a fait des investissements pour diminuer sa pollution. Est-ce qu'elles doivent être traitées de la même manière sur le plan fiscal? On peut multiplier les exemples à l'infini. Je pense qu'il y a besoin de cette incitation pour accélérer. C'est effectivement l'une des questions de nos membres qui disait effectivement, on a l'impression que les entreprises, aujourd'hui, ça y est, ont compris qu'elles avaient un rôle moteur à jouer, qu'elles le prenaient et qu'elles pouvaient même peut-être plus vite que nos élus. Et donc, du coup, la question qui était posée, c'était quelles seraient les attentes qu'on devrait avoir auprès de nos gouvernants, en fait. Vous en faites appel à l'État, vous en faites appel à l'Europe. Vous avez fait une lettre ouverte par rapport à ça, sans même parler des fonds, d'ailleurs, qui, selon vous, doivent également évoluer. Oui. À l'occasion, justement, de l'affaire Danone, vous aviez trouvé qu'on avait justement touché les fonds par rapport à ça, et vous vouliez retravailler complètement toutes ces relations, toutes ces interactions, justement, avec ce fameux écosystème de l'entreprise. Donc, l'Europe, l'État, les fonds, les consommateurs. Vous voulez vraiment qu'il y ait une prise de conscience qui soit absolument globale. Une prise de conscience et d'une certaine manière, une forme d'incitation à l'égard de l'entreprise. Prenons les différentes parties prenantes que vous citez. Du côté des consommateurs, on voit bien qu'il y a une volonté de plus en plus forte, qui est affirmée, de consommer auprès d'entreprises qui ont un comportement vertueux, qui vont chercher à ne plus polluer, à avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement, que sais-je, à avoir un comportement fiscal, social, managérial, qui soit plus positif. De plus en plus, les gens sont sensibles à ça. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne sont pas armés. Qui sait auprès de, je dis n'importe quoi, moi, quel banquier ouvrir un compte en fonction de ces critères-là? Qui sait auprès de quel assureur s'assurer en fonction de ces critères d'engagement ou de comportement, etc. On pourrait multiplier dans tous les secteurs. Donc déjà, il y a effectivement là un rôle important, à la fois, et les pouvoirs publics ont un rôle, je pense, d'abord de collecte d'informations. Et la Commission européenne est en train de mettre en place des choses avec la directive NFRD sur l'information non financière de l'entreprise, qui doit se multiplier, être obligatoire, être évidemment comment dirais-je, vérifié, exact, etc. Et ça peut permettre derrière d'avoir une espèce de score, au fond, d'impact score, permettant de comparer les entreprises. Et moi, je ne vais consommer que si c'est vert et pas si c'est rouge ou que sais-je. Donc, jusque sur les étiquettes. Jusque sur les étiquettes, bien sûr, à l'image du Nutri-Score, en quelque sorte. Mais en amont, il faut organiser la chaîne de recueil des informations, de normalisation de ces informations et de recueil et d'audit de ces informations. Ça, c'est du côté du consommateur. Aidons le consommateur à faire pression sur les entreprises. Du côté des investisseurs, c'est toute la question de ce qu'on appelle la taxonomie, là aussi, le classement des entreprises. Et c'est vrai que de plus en plus d'investisseurs institutionnels sont sensibles au sujet, avec la conviction derrière que si j'investis dans un secteur plus vertueux, par exemple dans l'énergie, non seulement j'agis pour le bien commun, mais en plus, à long terme, il y a quand même beaucoup plus de chances que ce soit rentable, parce que ce sont des secteurs qui effectivement vont se développer. Investir dans le charbon aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit très visionnaire. Et puis, en effet, les pouvoirs publics, c'est ce que l'on disait. Moi, je crois beaucoup
à la nécessité que les pouvoirs publics, et notamment l'État, différencient ces différentes politiques en fonction du comportement de l'entreprise. Ça me paraît essentiel et c'est légitime du point de vue de l'État. Parce que si je suis face à deux entreprises, une qui pollue, une qui ne pollue pas, celle qui pollue crée des charges à venir pour moi, État. Parce qu'il va falloir traiter les conséquences de cette pollution, etc. Donc c'est légitime qu'elle soit plus imposée que l'entreprise qui fait un effort. Reste après la question de l'accessibilité en fait, de ces produits et de ces services, puisqu'il y a une question de prix, de tarification. On le voit notamment au niveau du bio. Tous les consommateurs voudraient peut-être, mais ne peuvent pas forcément encore se permettre justement ce genre de changement, d'évolution de leur consommation. Il y a une question d'information, de culture, vous avez raison, de scoring évidemment, et également d'accessibilité. Je suis d'accord avec vous sous deux réserves. D'abord, si on considère que ce genre de pratique finit par créer de la performance, ça pèsera à la baisse sur le prix. Et par ailleurs, si on fait système, si en effet on engage toutes les entreprises, on incite toutes les entreprises à avoir une action positive, le coût derrière de la dépense publique, de la réparation tout simplement, va diminuer considérablement. Et ça, c'est autant de prélèvements obligatoires en moins et c'est autant de pouvoir d'achat en plus. Une des questions des membres, là, c'est est-ce que vous avez cette même exigence de la responsabilité auprès de vos fournisseurs? Est-ce que vous êtes très regardant? Oui, bien sûr. Il faut être cohérent. On a aussi cette responsabilité auprès de nos fournisseurs. On a clairement des chartes d'engagement pour les fournisseurs. Et donc, oui, on applique un niveau d'exigence, alors qui n'est peut-être pas aussi élevé, mais un certain niveau d'exigence pour nos fournisseurs. Quitte à prendre éventuellement un fournisseur, peut-être pourquoi pas un tout petit peu plus cher, pour faire le lien avec la remarque de Stéphane, à partir du moment où il apporte des bénéfices à long terme. Absolument. Et vous évoquez même le fait qu'il soit français. Alors, que l'écosystème soit basé en France, les salariés d'une part, les fournisseurs d'autre part. Enfin, vous êtes vigilant à ce genre de… En tout cas, alors déjà, on est vigilant pour nous-mêmes. On a 8000 salariés, ils sont tous en France. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un plateau téléphonique à Madagascar ou peu importe, dans un pays à bas coût de manœuvre. Donc effectivement, il y a une vraie exigence sociale à avoir l'ensemble de nos salariés, de nos plateaux téléphoniques en France, et avec une politique de rémunération qui fait que le salaire minimal chez nous, c'est le SMIC plus 500 €. Donc une vraie exigence en la matière. Oui. Et vous avez même une vraie exigence aussi en ce qui concerne les postes de direction par rapport justement à ces rémunérations. Alors, contrairement à ce que l'on peut voir dans certains groupes du CAC 40 ou ailleurs, que vous estimez des fois, avec des tarifs, avec des salaires disproportionnés de 1 à 187. Je crois que vous aviez fait ce parallèle-là. Ça n'est pas le cas visiblement chez vous. Non, effectivement, dans les entreprises de notre taille, en moyenne, l'écart de salaire est quasiment de 1 à 200, en effet. Nous, on essaie de le maintenir de 1 à 20. D'abord, c'est une certaine idée de la justice sociale, on va dire. C'est par ailleurs la conviction profonde. Il y a la question du niveau de salaire, mais aussi de la structure de salaire et des critères. Notamment du variable qui compte. Pour moi, on ne peut exercer une forme de leadership sur une communauté humaine que si on appartient à cette communauté. Et que si les gens ont le sentiment que vous appartenez à leur communauté, que vous partagez leur sort, que vous êtes un parmi eux. Qui est une destinée commune, quoi. Qui est un destin commun, exactement. Si, parce que votre rémunération excède certains montants, vous ne faites plus partie de cette communauté de destin. Si par ailleurs, la structure de votre rémunération est, comme c'est souvent le cas dans les entreprises cotées, presque exclusivement
repose presque exclusivement sur le montant du dividende ou le montant de l'action, vous êtes objectivement du côté des actionnaires, vous n'êtes plus du côté des salariés. Vous n'appartenez plus à la même communauté. Et je ne crois pas qu'on puisse durablement exercer un leadership sur une communauté à laquelle on n'appartient pas. Alors, un peu dans cette même ordre d'idées, il y a des sociétés très technologiques, les AssureTech, dans le monde de la finance, les FinTech, qui ont un modèle économique un peu différent. Parfois, certaines sont cotées. Est-ce qu'on peut vraiment adapter ce type de modèle parce qu'effectivement, vous le soulignez à l'instant, ils sont plutôt dans une logique de satisfaction des actionnaires. Donc, comment peut-on switcher ce modèle? Comment peut-on tourner, vraiment prendre le virage? Oui, alors après, ça peut dépendre aussi du niveau de maturité de l'entreprise. Les besoins ne sont pas les mêmes au même moment dans la vie de l'entreprise. Une start-up qui est en pleine levée de fonds ou qui fait un IPO a besoin forcément de soigner les investisseurs et le marché. En revanche, si cette start-up veut durer, elle ne pourra le faire que si l'expérience client est parfaite. Et l'expérience client ne sera parfaite que si le management incite les collaborateurs à délivrer une bonne expérience client. Il y a une symétrie très forte entre ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et ce qu'on donne à voir aux clients. Il y a une symétrie très forte entre le management et la relation client. Et on ne peut pas générer une bonne relation client, une bonne expérience client, si on a durablement un management qui n'est pas à la hauteur. Alors, il y avait une question plus personnelle. Ouais. Pour le coup, sur vous, qu'est-ce qui a influencé ce choix? Est-ce que vous avez des lectures particulières ou des rencontres qui ont permis de vous diriger vers cette voie de la transformation? Comment? On y arrive. Ouais, c'est un petit peu tout ça. C'est un petit peu tout ça. En fait, c'est la conjonction de plusieurs choses. D'abord, je me suis rendu compte, on est au début des années 2000, je me suis rendu compte de deux choses. La première, un peu générale, c'est que la rupture digitale allait entraîner des bouleversements sociologiques et culturels extrêmement profonds et qu'on ne pourrait plus, dans ce contexte de transformation, se comporter de la même manière qu'avant parce que tout simplement, les générations montantes attendaient autre chose que ce que l'on proposait jusqu'alors. C'est vrai en matière managériale, la question du sens, on l'a beaucoup évoqué, c'est vrai en matière d'expérience client, etc. Et donc cette rupture digitale qui amène une forme d'horizontalisation dans la société, au fond, avec notamment les réseaux sociaux. Ça horizontalise complètement la société. Effectivement, je me suis dit que l'entreprise ne pouvait pas être un îlot de verticalité dans un monde devenu horizontal. Et ensuite, des réflexions propres à la Maïf. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait lancé un certain nombre de réorganisations, un peu, j'allais dire, d'industrialisation de la Maïf, en créant notamment des plateaux téléphoniques, des entités comme ça de taille intermédiaire, de 80, 90 personnes, 70, et forcé avec une relative spécialisation, malgré tout, des métiers, pas considérables, mais des gens plutôt spécialisés sur le conseil-vente, d'autres sur la prise de déclaration de sinistre, d'autres sur la gestion de sinistre. Donc, quand même une petite spécialisation. Et le risque était grand que, transformant comme ça l'entreprise, on en transforme le management et qu'on mette à la tête de ces plateaux des managers qui allaient diriger ces plateaux comme on dirige traditionnellement un plateau téléphonique, qu'on en arrive à avoir des scripts parce que c'est plus efficace et qu'on perd énormément de qualité de relation client. Et cette prise de conscience nous a fait nous dire qu'il n'y a que par une révolution culturelle interne que l'on pouvait préserver cette relation client et que l'on pouvait finalement avoir un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une efficacité opérationnelle grâce à cette forme d'industrialisation et en même temps
préserver la qualité de la relation client. Donc, il y a des réflexions de cette nature, de nature un peu stratégique. Il y a la conviction aussi que les risques de rupture sur notre marché, celui de l'assurance, étaient quand même relativement forts, avec l'apparition, par exemple, des GAFA, qui un jour vont bien se mettre à faire de l'assurance. Face à des compétiteurs de ce type-là, nous, on ne sait pas résister. On est trop petit pour résister. Et le seul moyen de survivre, c'est clairement d'avoir une forme de singularité, une différence positive. Et cette différence positive, dans un contexte d'attente croissante à l'égard de l'entreprise, c'était évidemment sa singularité et le fait qu'elle s'engage et qu'elle ait un impact positif. Donc c'est tout ça. Et puis c'est aussi une évolution plus personnelle, parce que voilà, on prend conscience d'un certain nombre de choses. J'ai parlé de prise de conscience sur le management tout à l'heure, de prise de conscience environnementale. Moi, j'ai des enfants qui commençaient à grandir à cette époque-là et j'ai commencé à comprendre que finalement, le monde que je m'évertuais à perpétuer n'était pas celui dans lequel ils avaient envie de vivre. Donc, il y avait là un hiatus et que c'était à moi d'apporter, de changer, pas à eux. C'est à eux qu'on doit tout ça, en fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, fondamentalement, oui, bien sûr, bien sûr. Et pour réaliser toutes ces révolutions culturelles internes dont vous Ouais. parliez tout à l'heure, à un moment donné, vous avez aussi évoqué le fait qu'il avait fallu être accompagné. Est-ce que vous avez transformé chez vous certains organismes, notamment les ressources humaines, ou est-ce que vous avez pris un accompagnement extérieur? Comment vous avez opéré cette transformation? Est-ce que vous-même, vous avez été coaché? Oui, alors un petit peu de tout ça. Oui, j'ai été coaché, Accompagné. on peut le dire, accompagné. Oui, bien sûr, on a eu l'accompagnement extérieur. On a transformé notre DRH d'ailleurs symboliquement en direction des richesses humaines, non plus des ressources humaines. Mais derrière le changement de terminologie, il y a évidemment des changements beaucoup plus profonds, à la fois dans l'organisation, dans les politiques RH. Moi, je crois beaucoup que les politiques RH doivent impérativement s'adapter à ces changements culturels. On ne recrute pas, on ne paye pas, on ne gère pas la mobilité, on ne forme pas de la même manière dans une entreprise qui prône le management par la confiance et dans une entreprise classique. Ça n'a rien à voir. Et on transforme les choses par les politiques aussi, et pas seulement par du soft. Donc oui, tout ça. Et puis, il a fallu accompagner nos 800 managers, parce qu'on ne peut pas simplement leur dire les gars, super nouvelle, on change de style managérial. Là. Donc lundi, vous ne faites plus pareil. Vous allez faire le sens, la confiance, la bienveillance, etc. Ça ne marche pas. L'attention. L'exigence. C'est ça. Vous évoquez aussi l'exigence. Absolument, parce que ça n'est surtout pas un renoncement à l'exigence. Et ça, c'est important. Parce que, évidemment, l'image qu'on pourrait avoir de ces évolutions, c'est que finalement, c'est super, on est dans un monde de bienveillance, etc. Et donc, de moindre exigence. Et puis, ça se passe tellement bien parce qu'on est moins exigeant. Et donc, les gens sont plus épanouis, plus heureux. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis convaincu, d'ailleurs, que l'on ne s'épanouit que dans une forme d'exigence. On ne s'épanouit soi-même que dans une exigence à l'égard de soi-même. Et c'est vrai aussi dans un collectif. Vous avez évité l'écueil du manager qui dit « Bon, ok, je te laisse gérer ce dossier, à toi de te débrouiller ». Surtout pas. La délégation, ça n'est surtout pas le retrait et la déresponsabilisation du manager. On garde aussi sa responsabilité. C'est surtout pas débrouille-toi et je ne veux pas le savoir. Surtout pas. Et donc, les 800 managers, oui, il faut les accompagner. Et il faut les accompagner en fonction de la réalité de leurs besoins, qui n'est pas du tout le même d'un manager à l'autre. Et donc, on a mis en place d'abord une écoute des 800 pour essayer de comprendre
et une écoute un peu circulaire de leurs référents RH, de leurs propres managers, de leurs équipes aussi, pour comprendre ce dont chacun des 800 avait besoin. Est-ce que j'ai besoin d'être convaincu? Est-ce que je suis déjà convaincu, mais que j'ai besoin qu'on me dise comment faire, etc. Et donc, est-ce que j'ai besoin de coaching? Est-ce que j'ai besoin d'une learning expedition dans une entreprise qui le fait déjà? Est-ce que j'ai besoin de lecture? Est-ce que j'ai besoin d'une formation? Est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement? Et on a établi un plan individuel d'accompagnement pour chacun des 800. Et ça ne marche pas à tous les coups. Et il y a des échecs. Et il y a parfois ça se traduit comment? Il y a parfois des départs de l'entreprise, y compris à l'initiative de l'entreprise. Parce qu'à un moment donné, on fait courir un risque collectif trop important en acceptant des modes de fonctionnement individuels qui sont complètement orthogonaux. Et donc, il y a un moment où il faut effectivement assumer aussi cette responsabilité-là. Je vois le temps passer, effectivement, et c'est très intéressant, on aimerait continuer. Mais j'ai quand même une dernière question que j'aimerais vous poser, parce que vous parlez finalement d'entreprise libérée, de management libéré, mais finalement, quel va être votre rôle, vous? Si tout le monde se prend en main, tout le monde se responsabilise, qu'est-ce qu'il vous reste? C'est rigolo la question que vous me posez, parce que je faisais allusion tout à l'heure là, à ce moment incroyable avec un dirigeant syndical de l'entreprise qui me disait nous, on est prêt à vous accompagner parce qu'on a confiance et que ça va dans le bon sens. Et il a conclu en disant, et je sais très bien qu'en vous disant ça, si jamais vous allez au bout, moi demain, je ne sers plus à rien. Donc, vous voyez, c'est une question qui se pose pour moi, mais qui se pose aussi pour. Alors, en réalité, non, cette question ne se pose pour personne, parce que de toute façon, les rôles des uns et des autres, d'ailleurs, des représentants du personnel comme des dirigeants, sont toujours aussi importants, quel que soit le mode de management et le mode de fonctionnement. En revanche, les rôles évoluent. Moi, je n'ai pas une conception aujourd'hui de mon rôle identique à celle que j'avais il y a 12 ans quand j'ai pris mes fonctions. Il y a 12 ans, je m'imaginais qu'il fallait que je sois sur toutes les balles, que je sois au plus profond de tous les dossiers, que je connaisse absolument tout. Et évidemment que je décide de tout. Et pas, j'espère, pas trop par orgueil ou parce que je considérais que j'étais le seul à pouvoir le faire, mais par sens des responsabilités, parce que c'était la représentation que je me faisais de ma responsabilité. Aujourd'hui, j'ai une vision extrêmement différente de mon rôle. Mon rôle de dirigeant, pour moi, c'est d'abord quelque part un peu de tracer un chemin, de dégager une vision. On a parlé beaucoup de vision, de sens. Je pense que j'ai une responsabilité forte sur ce sujet, celui de la vision, celui du sens, celui bien sûr de la, comment dirais-je, du leadership à l'égard du corps social en interne, et donc d'entretenir, de créer, d'entretenir cette forme d'adhésion, de fierté, de dynamique. Pour moi, c'est le point essentiel dans le fonctionnement d'une entreprise. Et puis, je pense qu'un de mes rôles, c'est un rôle, je vais dire, un petit peu de gardien, de garant, de guide aussi d'ailleurs, dans cette conception des choses, dans cette conception que l'on a de la conduite d'une entreprise, qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce que l'on ne peut pas faire. Quand l'an dernier, par exemple, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, lors du premier confinement, on décide de rembourser à nos assurés leur prime d'assurance automobile parce qu'ils ne peuvent plus rouler et donc ils n'ont plus besoin d'assurance, et qu'on ne va pas garder des primes alors qu'en face, on ne paye plus de sinistres. On décide de rembourser 100 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de notre résultat de l'année 2019, de l'année précédente. C'est ça le rôle aussi de guide et de gardien, c'est-à-dire se dire, dans une telle situation, c'est quoi qu'est-ce qui est juste au fond, et qu'est-ce qu'il est normal de faire et qu'est-ce que l'on se
doit de faire. Et je pense voilà, une décision de cette nature, évidemment, je suis le seul à pouvoir la prendre. Hein, et je pense en effet que c'est mon rôle. Vous vous accordez le luxe d'avoir ce rapport au temps, en fait, de mettre les choses en perspective à chaque fois. Contrairement à, comme on l'évoquait, mais vous avez raison, vous avez raison, c'est une forme de luxe, hein, parce que tous les dirigeants n'ont pas cette possibilité. Hein. Certains sont beaucoup trop sous la pression, par exemple, de leur actionnariat. Donc, c'est effectivement un vrai luxe. Et quand on en dispose, ce serait un crime que de ne pas l'utiliser. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Pascal pour cet échange, pour ce temps, pour la qualité de ce dossier que nous avons monté ensemble avec vos équipes. Je voudrais faire 2-3 remerciements avant que de vous laisser le mot de conclusion de cette session, justement à l'attention de nos cadres, de nos managers, de nos consultants, de tous ceux qui justement sont sensibles à ces sujets du changement et la façon dont on peut vraiment les mettre en place dans les entreprises pour embarquer chacun des collaborateurs à des fins de productivité et d'efficacité et de bonheur pour l'organisation comme pour l'individu. Donc, je voudrais remercier déjà le réseau Oudinot qui m'a fait confiance par rapport à cette nouvelle commission, par rapport à ce nouvel atelier, par rapport à ce nouvel exercice. Je lui associe évidemment toute l'équipe qui a travaillé sur ce dossier. Les 6 comparses se reconnaîtront par rapport à ça. Je voudrais évidemment remercier toute l'équipe de la Maïf, à commencer par vous, comme je viens de le faire, et je le réitère avec grand plaisir. Merci à vous pour cette attention. Vous parlez souvent d'attention, donc merci de l'avoir encore prouvé ce soir. Je voudrais remercier aussi votre conseillère spéciale, Julia Lecarrier, sans qui cette session n'aurait tout simplement pas pu avoir lieu. Et puis maintenant, je vais vous laisser le mot de la conclusion. À vous, Pascal. C'est un exercice bien difficile auquel vous souhaitez. Vous avez fait plus dur. Ouais. Écoutez, peut-être en guise pas de conclusion, mais de dernière remarque, on va dire. Moi, ce que je dirais à l'attention de ceux qui pourraient être convaincus, j'espère qu'il y en a quelques-uns, par tout ce que nous avons dit là ce soir, moi, je voudrais leur dire qu'il y a pour moi une condition de réussite qui est absolue, c'est la question de la sincérité. Si on ne fait pas les choses par sincérité, il vaut mieux ne rien faire du tout. Parce que tout simplement, c'est voué à l'échec. Parce que tout simplement, d'abord, on n'ira jamais assez loin dans les décisions à prendre. Hein, si on est dans le calcul, si on se demande en permanence, mais ce que je fais là, oui, ça va rapporter parce que quand même, c'est efficace, etc. On ne va jamais très loin en réalité. Hein, on parlait à l'instant de la décision de rembourser 100 millions d'euros à nos assurés il y a un petit peu plus d'1 an. Si j'avais été dans le calcul, jamais je ne l'aurais fait. Récupérer 100 millions de marge pour compenser cette restitution de 100 millions d'euros, il me faut 2 siècles pour le faire. Hein, donc, rationnellement et économiquement, jamais je n'aurais pris cette décision. Donc, je pense que seule la sincérité, une forme de sincérité, permet d'aller suffisamment loin dans les décisions à prendre. Et puis, tout simplement, si on n'est pas sincère, ça se voit très vite, hein, ça se sait très vite, ça se sent très vite. Et là, pour le coup, c'est pire que tout. Et puis, le dernier point, c'est que la sincérité permet, et ça, c'est quand même l'élément essentiel, permet tout simplement l'alignement. Et quand on est aligné entre ce que l'on pense, ce à quoi on croit, ce que l'on défend et ce que l'on fait dans son métier, dans son exercice professionnel, alors là, on commence vraiment à prendre du plaisir. Merci Pascal. Merci à vous. Merci. Pour rester dans l'esprit de cette émission, nous vous disons à bientôt et prenons soin de nous. Merci. Merci. Bonne soirée à tous.